Si je fais une cuisine, c'est parce que nous sommes bien sûr dans un restaurant. Dans un des meilleurs restaurants des environs de Paris. Nous sommes à Marly-le-Roi, à l'auberge du Vieux-Marly, chez monsieur André Guillot. C'est un chef un peu particulier, monsieur Guillot. Il n'est pas toujours commode, mais il respecte la très grande tradition et chez lui, vous mangez l'une des meilleures cuisines qui existent en France. Il a été formé à la dure école des chefs de cuisine de l'entre-deux-guerres. Et grâce à cela, il a pu connaître ce que nous nommerons les folies bourgeoises vues de la cuisine. Alors, avec lui, nous allons faire le tour d'un certain nombre de grandes familles qu'il a servies, d'un certain nombre d'originaux qu'il a servis également, et vous découvrirez tout un monde inconnu encore aujourd'hui, un monde qu'il a vu depuis la cuisine. Voici donc, dans notre émission Témoin, André Guillot, chef cuisinier à Marly-le-Roi. Avoir une grande table, c'était une marque de civilisation et aussi une marque de noblesse. Bien recevoir ses amis, c'était faire figure de quelqu'un de vraiment très bien. Et donc, ces gens-là qui avaient été habitués, dès leur jeunesse, dès leur enfance même, à manger des nourritures variées et, disons, comme dirait Aurélie Prosper-Montagnier, transcendantes, ces gens-là étaient des juges sévères, mais impartiaux. Et s'ils tenaient à avoir un bon chef, c'était naturellement un peu par orgueil, peut-être aussi par égoïsme, parce qu'ils aimaient bien manger, mais aussi parce qu'ils tenaient à assurer la continuité d'un art qui était spécifiquement et typiquement français et qui a donné à la France un grand renom sur le plan international. Il était inconvenant de gaspiller quelque chose, des nourritures comme des vêtements. Si il y avait des restes qu'on ne pouvait pas employer dans les cuisines, qu'on ne pouvait pas employer pour les gens que nous avions à nourrir, eh bien ces restes, il fallait en faire profiter, ou les petites sœurs des pauvres, ou des gens déshérités, ou un hôpital. C'était exactement comme je me souviens de certaines patronnes qui achetaient, dont la femme de chambre disait « Mais madame achète 60 douzaines de serviettes, 10 ou 12 douzaines de paires de draps, elle n'en a pas besoin, il y en a des armoires pleines. » La patronne lui disait « Bien tenez Marie, ces armoires-là, nous nous en servirons jamais, elles sont d'il y a 5 ans, d'il y a 6 ans, vous porterez ça aux petites sœurs des pauvres, vous porterez ça à tel ou tel hôpital. » Ces gens-là pensaient que détenteurs d'une fortune, privilégiés de cette fortune, qu'ils avaient des devoirs à remplir. S'ils achetaient, certains amateurs d'art achetaient des tableaux, c'était peut-être pas pour les admirer sans cesse, ils admiraient une fois, 2 fois, ou de temps en autre, ou les faisaient admirer à leurs invités, mais c'est parce qu'ils pensaient qu'ils avaient un devoir social à remplir, c'est-à-dire faire vivre certaines professions qui, sans eux, n'auraient pas pu gagner leur vie. Et pour la cuisine, c'était un peu ça. Ils étaient peut-être égoïstes, c'est-à-dire qu'ils en profitaient. Ils étaient peut-être orgueilleux, c'est-à-dire que pour leur rang, il leur fallait avoir une grande table. Mais ils auraient pu aussi, comme c'est maintenant devenu l'habitude, il y a maintenant des gens sûrement aussi fortunés et qui s'adressent aux traiteurs. Il y a fort bons traiteurs. Vous avez monsieur Le Nôtre qui fait des choses admirables, n'est-ce pas? Eh bien, ces gens-là maintenant s'adressent à monsieur Le Nôtre et ils sont fort bien servis. Dans le temps, ils pensaient que les cuisiniers devaient vivre et continuer leur profession. Ils s'adressaient donc à ces praticiens, aux cuisiniers, qui, eux, avaient des commis auxquels ils apprenaient les rudiments et puis l'ensemble de ce qu'était la cuisine transcendante. Ça assurait une continuité. Alors voilà pourquoi les tables de maison bourgeoise étaient l'école même de la grande cuisine. D'ailleurs, il faut dire que les rapports dans toutes les grandes maisons bourgeoises étaient empreints d'une grande dignité. Entre ceux qu'on appelait les maîtres, qui pour nous cuisiniers étaient les patrons, car les cuisiniers se sont toujours différenciés
du personnel dit domestique, n'est-ce pas? Les cuisiniers étaient des praticiens, ils exerçaient leur profession, leur art, mais ils ne servaient pas. Ils ne servaient pas à table, ils ne servaient pas le maître directement. C'est cela. Alors, et pourtant, je crois qu'il y avait une tradition particulière pour les cuisiniers par rapport aux domestiques, par contre. Ah oui, il y avait une tradition très particulière, c'est qu'ils ne pouvaient pas se voir les uns et les autres, à cause justement du désir des cuisiniers d'être considérés comme des gens d'une catégorie supérieure. Mais je crois quand même que vous deviez servir les domestiques. Ah voilà, oui, les domestiques. Ah oui, alors cela, c'était autre chose. Le chef, après le repas des maîtres, devait, à la salle à manger du personnel, présider cette table et servir les employés, c'est-à-dire les domestiques. Il devait les servir pourquoi? Parce qu'il y avait naturellement des goinfres là-dedans qui seraient empressés de baffer tout un plat, ils n'en seraient pas restés pour les autres. Alors donc le chef devait équitablement faire le partage. C'était pour lui une corvée, parce qu'il n'aimait pas être avec ces gens-là, écouter leurs ragots, écouter leurs doléances ou leurs récriminations, et il déléguait le plus souvent, comme M. Juteau me déléguait moi, il déléguait leur premier commis pour officier à leur place. Pour le premier commis, c'était aussi une corvée, mais enfin, il fallait l'accomplir, et on l'accomplissait le plus rapidement possible, en écoutant d'une oreille distraite les récriminations incessantes que ces gens-là avaient à formuler, parce que si bien nourris pouvaient-ils être, ils s'estimaient toujours lésés. Ils auraient voulu être mieux nourris que leur maître. Et encore, se serait-il estimé satisfait? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que je me souviens, quelque chose me revient à l'esprit là, chez le comte de Superville, au 60 avenue Victor Hugo, il avait une domesticité espagnole. Et ces Espagnols qui étaient gros, gras, adipeux, ils en étaient dégoûtants. Et ces types-là, on leur achetait des poulardes spécialement pour eux, qui étaient meilleures que celles que nous servions à la table du comte. Et ils n'étaient pas contents. Et ils en gaspillaient les trois quarts, si ce n'est tout. Parce qu'évidemment, ils n'avaient pas faim, ils mangeaient de trop. Ils goinfraient, ils étaient comme des porcs à l'engrais. Alors évidemment... Et ils n'étaient pas contents. À vous entendre, je vois que vous avez gardé quand même de la tradition de la cuisine dans les maisons bourgeoises une opinion extrêmement exécrable de l'ensemble de la domesticité. Elle est souvent justifiée. L'exception confirme la règle. Il y a des gens qui sont très bien, des gens très gentils parmi eux, mais l'exception confirme la règle. Faire tout autre chose. Et les hasards de la vie, le destin vous conduisent parfois à faire quelque chose que l'on n'avait pas prévu. Je suis devenu apprenti pâtissier par hasard, parce qu'il fallait que j'ai une place où je serais nourri et couché, parce que je n'avais plus de mère. Et en passant par hasard dans une rue de Chantilly, où on avait essayé de me faire embaucher comme commis épicier, ce qui ne me convenait guère, car j'avais peur des chevaux, et à l'époque, il y avait des chevaux dans les grandes épiceries. J'ai vu un pâtissier, 43 rue du Connétable à Chantilly, et je me suis souvenu que lui aussi demandait un apprenti pâtissier. C'est comme ça, le 10 décembre 1923, que j'ai commencé dans ma profession. Chantilly était le centre principal des courses de chevaux, l'encouragement à la race chevaline, et mon patron servait M. Pierre Vertemer, M. Martinez de Rose, M. Pierre Vertemer certainement... pour les gens de notre époque, est presque un inconnu, mais il était, vers les années 23, le fameux propriétaire d'Épinard, cet étalon qui avait été vendu, je crois, 6 millions de francs de l'époque aux Américains. 6 millions de francs de l'époque? Oui, oui. Ça représente combien de francs d'aujourd'hui? Eh bien, ça représente au moins 8 millions d'aujourd'hui, 800 millions d'anciens francs. Un cheval pour 800 millions Oui, d'anciens francs. Épinard, le fameux Épinard. Il y avait aussi M. Martinez de Hose. M. Martinez de Hose, qui je crois est encore de ce monde, parce que le concierge du Ritz m'en a parlé l'autre jour. Il descend toujours au Ritz, mais il est très âgé maintenant. M. Martinez de Hose était un monsieur qui suscitait une extrême admiration de notre part, nos autres petits apprentis pâtissiers, parce que notre patron nous avait dit un jour, parce que nous servions ces gens-là qui venaient au restaurant des courses que mon patron tenait pour les courses, les jours du prix du Jockey Club, du prix de Diane. Et mon patron nous avait dit, voyez-vous, ce monsieur-là, il a 33 000 francs à manger tous les jours.
quand un apprenti pâtissier qui gagne 10 francs par mois, juste nourri et logé et qui doit se blanchir, un monsieur qui a 33 000 francs à manger par jour, ça le laisse rêveur. Le matin, il allait faire sa petite promenade le long de l'avenue du président Wilson avec son chien. En se levant, il rentrait chez lui, il prenait son petit déjeuner. Il devait se lever assez tôt, je présume vers 6h, 6h15 le matin. Il prenait son petit déjeuner, il se rasait, prenait son bain, s'habillait et il allait faire ses emplettes. Le marché, dans cette partie de quartier bourgeois de Paris, le marché s'appelait le marché de Chaillot. Le marché de Chaillot, c'était toutes les boutiques qui étaient dans ce bout de la rue de Chaillot, compris entre l'avenue Marceau et la place d'Iéna. Alors vous aviez au coin de la place d'Iéna, en face au musée Galliera, un épicier extraordinaire, dont je me souviens plus le nom d'ailleurs, où vous aviez des cafés extraordinaires, c'était torréfié tous les jours. Vous voyez l'époque du café, vous employiez du café torréfié tous les jours, vous employiez des confitures faites par un type qui les faisait lui-même avec ses commis. Vous aviez des vins de liqueur, des madères, des portos, comme chez mon patron d'apprentissage, qui venaient dans des fûts, sur des voiliers qui faisaient le tour du cap de Bonne-Espérance et qu'on mettait en bouteille à la maison. C'était tout à fait différent de ce que l'industrie peut nous fournir maintenant. Tout à fait différent. Les vins faisaient un voyage en mer. Les portos et les madères. Ils faisaient ce que les Anglais appelaient les portos et madères retour des Indes, c'est-à-dire avoir fait le tour du cap de Bonne-Espérance. Ça changeait du tout au tout la saveur, la texture et le bouquet des portos et madères. Ils étaient tout à fait différents, bien meilleurs. Alors donc, M. Juteau promenait son chien, s'habillait, allait faire son marché, le marché de Chaillot, et il arrivait en cuisine. Il arrivait en cuisine vers 10h15, 10h30, quelquefois 11h moins le quart. Et les cuisiniers avaient l'habitude de toujours se réunir. Alors, c'était à la Civette de Chaillot pour le marché de Chaillot. Rue Jean-Nicot, c'était dans un café dont je me souviens plus le nom, qui était à côté du boucher. Et alors, beaucoup avaient propension à lever un petit peu trop le coude pour boire des petits vins blancs. Des petits vins blancs, à l'époque, on buvait beaucoup de Vouvray, vous savez. Alors, c'était la mode. Il y en a certains, on buvait jusqu'à 40 le matin. Alors, mon chef d'apprentissage à l'ambassade d'Italie, quand il avait passé la quarantaine, il arrivait le chapeau de travers sur la tête et il me flanquait toutes les nappes avec les cloches en argent par terre en disant que c'était pas rangé droit, que c'était pas symétrique. Parce que lui, il voyait de travers à ce moment-là. Monsieur Juteau, lui, ne buvait pas. Et puis il rentrait entre 10h, des fois 10h30, des fois 11h moins le quart le matin. Il jetait un petit coup d'œil sur le fourneau, voir si j'avais bien mis en route tout ce qu'il était prévu de faire, voir si la pâtisserie qui était à faire ou les glaces étaient faites aussi, ou en préparation, ou en train de cuire, ou en train de se faire, ou la pâte prête. Je l'aidais à se déshabiller parce qu'il regardait en par-dessus. Je l'aidais à se déshabiller, je lui passais sa veste, son tablier, sa toque. Il faisait ses comptes, je lui préparais à manger et il mangeait. Vers 11h30, 11h45, il montait au fourneau. Et alors là, il me donnait la leçon. Il me montrait ce qu'il avait à me montrer, une grande leçon, une leçon qui valait la peine. Il travaillait au fourneau donc jusqu'à 12h30, l'heure du service, mettant la dernière main à certaines préparations, opérant lui-même pour certaines choses, exécutant la préparation de sauces qui était très difficile à exécuter, mais nous, les uns et les autres, nous le servions. Il ne bougeait pas une main pour prendre ni un outil, ni un ustensile quelconque. Une fourchette, une palette, une russe, des mots lapidaires, tranchants comme les couteaux bien affûtés qu'il avait sur sa table et auxquels il nous fallait répondre avec extrêmement de prestesse, car ces gens-là ne souffraient pas d'attendre. On pourrait comparer un petit peu à un grand chirurgien auquel on passe tous les instruments, c'est ça? Exactement. À 1h, 13h, c'était à peu près fini. 13h, 13h10. Il aidait à ranger certaines choses, il vérifiait le garde-manger, je l'aidais à ôter sa veste, je l'aidais à se rhabiller. 1h30 au plus tard, il était parti. Il avait sa voiture automobile, il s'en allait aux courses, ou il s'en allait se promener au bois, et il revenait à 6h du soir. Des fois 6h30, ça dépendait de ce qu'il y avait à faire. Même processus,
habillage, déshabillage, repas du soir, regarder ce qu'il y avait sur le fourneau, la leçon pendant 3/4 d'heure ou 1 heure. Le service, à 8h30, il était parti. Voilà la journée d'un grand chef. Sa situation a sans doute été assez bonne, puisqu'à sa mort, il laissait 17 maisons ou immeubles à Vichy, dont un immeuble de 6 étages, puis une douzaine de maisons à Saint-Satur et à Saint-Thibault. La cuisine de grande maison bourgeoise, c'est la cuisine transcendante. C'est la vraie cuisine, la grande cuisine. Pourquoi? Parce que dans ces maisons-là, il n'était pas question de limitation de prix. Il n'y avait pas d'impératif de rentabilité. Vous recevez des amis, vous faites tout ce que vous pouvez pour les bien recevoir, pour être un hôte généreux, un amphitryon délicat et subtil qui permet de goûter des choses qui sont rares. Bon, la grande maison bourgeoise, c'était cela. Donc, partant, comme il n'y avait pas de limitation de prix, il pouvait y avoir des préparations que nulle part ailleurs on ne pouvait faire. Maintenant, sous le vocable cuisine bourgeoise, c'est très impropre, on devrait dire du manger bourgeois, du manger terre à terre, si on veut du manger de tous les jours, qui peut être du bon manger. À ce sujet, d'ailleurs, une fois mon vieux maître, M. Juteau, ça me souvient une de ses réflexions, la marquise de Polignac était revenue chez une de ses filles, ou belle-fille, je ne m'en souviens pas, et elle entre dans la cuisine, elle dit, Juteau, vous savez, je ne m'en souviens plus si c'est la marquise de Polignac ou Madame Siri, enfin peu importe, il y a fort longtemps de ça, bien un demi-siècle bientôt, on arrive à oublier certaines choses. Vous savez, Juteau, je reviens de chez ma fille, la comtesse un-telle, et elle a une cuisinière qui fait une cuisine excellente, en particulier telle et telle chose. Et ces plats étaient du bon manger bourgeois, mais non pas de la cuisine. La cuisine, c'est autre chose. C'est un art d'inspiration et d'intuition et une technique d'exécution. Ça doit être une symphonie et une harmonie. Alors c'est tout à fait différent. Il n'empêche pas que en France et en Navarre, il y a beaucoup de maîtresses de maison qui savent très bien faire à manger de très bons plats, meilleurs que dans beaucoup de restaurants, mais ça ne veut pas dire que ce soit de la cuisine. Alors mon vieux maître regarde la marquise ou Madame Thierry, je ne me souviens pas, soulève sa toque et dit « Je ne doute pas, madame, que la cuisinière de madame la comtesse ne sache bien faire à manger. Quant à moi, depuis 15 ans, j'essaie de faire de la cuisine, madame la marquise. » Maintenant, j'aimerais avoir quelques exemples justement de ces menus que l'on servait à l'époque, car je pense très sincèrement qu'à part peut-être quelques très rares exceptions, cela n'existe plus de nos jours. Alors, pourriez-vous nous citer, par exemple, un bourgeois chez lequel vous avez servi en tant qu'aide ou en tant que cuisinier, et nous citer un petit peu ce qu'il consommait en tant que repas? Bien, j'ai fait plusieurs maisons, même pas mal, une dizaine. Partout, les repas d'invitation, les repas de réception étaient toujours très importants. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les repas courants, disons, quand il n'y avait pas d'invités, étaient beaucoup plus simples. Ce qui n'empêchait pas, par exemple, je me souviens, ça me vient à l'esprit, chez la marquise d'Amodio, avec mon vieux maître, M. Juteau, la marquise étant seule à table, on servait une côte de bœuf rôtie, c'était une côte de bœuf de 22 kilos. Pour une femme seule? Pour la marquise était seule. Ce qui ne veut pas dire que l'on perdait quelque chose. Non, non, non. Le chef avait eu soin, en présentant sur son menu 30 côtes de bœuf à la broche, il avait eu soin de penser que quelques jours après, il aurait un buffet, et sur ce buffet, il avait besoin d'une pièce de bœuf froide à la mode sauce Oxford, et qu'il allait prélever sur la partie de la côte de bœuf restante. Il avait eu soin de prévoir aussi un autre menu avec des carbonades flamandes, c'est-à-dire une préparation à la bière et aux oignons, qui, lorsqu'elle est bien faite, est délicieuse, n'est-ce pas? Toujours avec les reliefs de la dite côte de bœuf. Puis, ma foi, la marquise mangeait aussi du hachis parmentier, un hachis parmentier bien fait, qui était délicieux, dont la viande avait été braisée pendant longtemps, hachée avec des champignons, hachée au couteau, pas à la machine à hacher, hachée avec des champignons, braisée avec des tomates fraîches, et puis un bon fond de volaille, et ce hachis mis avec une pomme moussine, des pommes de terre comme on n'en trouve plus maintenant, hélas, et bien gratiné au four, la marquise se délectait de hachis parmentier. Je me souviens d'un monsieur qui était le cousin
de mon chef à l'ambassade d'Italie. Ce monsieur s'appelait monsieur Charles Donjou. Il était chef chez Anatole France. C'était un personnage très amusant. Il avait une barbiche que l'on dirait castriste maintenant, et il avait le menton bien en avant. Il était assez petit, l'œil acéré, le nez en coupe-lame, et ma foi la parole également. Et lors de la mort d'Anatole France, parce que je m'excuse de vous raconter cette anecdote, mais elle vaut le coup quand même, le maître avait décidé que personne ne vint le voir sur son lit de mort. Et monsieur Charles Donjou, qui était en somme comme le majordome chez Anatole France, était chargé par Madame France d'exécuter cette consigne. Et voilà que se présente à la porte de la cuisine, là-bas dans la propriété où Anatole France était mort, en Touraine, je crois, deux messieurs, qui demandent au commis cuisinier à voir le maître sur son lit de mort. Le commis cuisinier, mais non, c'est impossible, c'est interdit. Alors l'un de ces messieurs dit, je suis le directeur du journal Le Journal, et monsieur est mon rédacteur en chef. Nous voulons absolument voir monsieur France sur son lit de mort. Le chef, monsieur Charles Donjou, arrive, il dit, mais messieurs, mais non, madame France l'a interdit, et monsieur France a décidé, a demandé, avant sa mort, que personne ne vint le voir sur son lit de mort. Le directeur du journal, il dit, quoi, c'est ce marmiton qui nous empêche de voir monsieur France sur son lit de mort? Pointant un index vengeur, monsieur Donjou, dans la direction du directeur du journal, lui dit, monsieur, un marmiton, c'est peut-être à peine bon pour vous. Monsieur France, il lui fallait des chefs de cuisine. Monsieur Juteau me racontait qu'en 1908, je crois vers les années 8 ou 10, jeune chef, jeune marié, il en vint à être engagé par le prince Radziwiłł pour diriger les cuisines de monsieur le prince à Monte-Carlo, les Radziwiłł étant propriétaires du casino ou des casinos de Monte-Carlo, je crois qu'il y en avait deux à l'époque, et des grands hôtels comme le Palm Beach, l'hôtel de Paris, etc. C'était une place merveilleuse, puisque M. Juteau me disait qu'il mettait de côté tous les jours un louis d'or. Très intéressant pour un jeune cuisinier. En plus, une place au point de vue travail qui était très avantageuse, puisqu'ils avaient leurs grandes et petites entrées au casino, dans les théâtres du casino et au restaurant du casino, où ils pouvaient manger gratuitement. Donc, avec sa jeune épouse, il pouvait sortir tous les soirs. Mais il y avait une condition. Le prince lui avait dit, quoi que puisse vous dire madame la princesse, elle a toujours raison. Même si vous pensez avoir raison et que vous ayez raison. Mais madame la princesse a toujours raison. Il fallait donc, comme il n'y avait que des déjeuners, il fallait donc que la princesse voie tous les matins le poisson qui était amené par des pêcheurs de Monaco, pour constater son état de fraîcheur. Et un jour, ces pêcheurs amènent des nonats, ces délicieux alevins de bar qui sont un des délices qui était un des délices que produisait la Méditerranée, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de pétrolier. Maintenant ça ne doit pas être tout à fait pareil. Enfin, ces nonats, qui sont un mets délectable, frétillaient dans leur bassin, et on vint prévenir madame la princesse que les pêcheurs étaient là. La princesse arriva, et aussitôt elle s'exclama, « Mais ce poisson est pourri !» Monsieur Juteau eut le malheur de dire, « Mais madame !» Et aussitôt elle est partie en hurlant, en levant les bras, « Il m'a répondu qu'on le mette dehors, le majordome est sorti, le prince aussi. » Dans le quart d'heure qui suivit, il fallait qu'il quitte immédiatement sans prendre d'affaires ni rien. Il fallait qu'il parte immédiatement. Vers les années 30 ou 31, je me souviens plus bien exactement, c'était juste avant que M. Juteau ne parte à l'ambassade de France à Rome avec M. le comte de Chambrin. M. Juteau était donc chef chez les Westphaler, que je crois que c'est place des États-Unis, du côté de l'avenue d'Iéna, là-bas. Et chez les Westphaler, il y avait une très très grande table, une table extraordinaire. M. Westphaler tenait, lorsqu'il arrivait de la banque, même s'il avait 10 ou 15 personnes avec lui, qu'il y ait tout ce qu'on pouvait imaginer. Caviar, foie gras, truffes, si c'était la saison, etc. M. Juteau, qui avait avec lui en cuisine 3 aides et 2 filles de cuisine, voyez-vous, c'est considérable,
devait donc prévoir avoir toujours de quoi servir au moins 30 personnes. C'était la limite qui lui était imposée, et pour ce faire, il touchait 30 000 francs, je dis bien 30 000 francs de l'époque tous les matins, ce qui représente environ 18 000 francs d'aujourd'hui. 1 800 000 anciens francs. Oui, c'est ça. Tous les matins. Tous les matins. Mais évidemment, là-dessus étaient prises aussi les grandes réceptions quand il y en avait. Et il y en avait assez souvent, 2 ou 3 fois par mois. Mais enfin, c'était la moyenne qu'il touchait tous les matins. C'était au début de 1928, je pense que c'était février ou mars 1928, je ne vous situerai pas la date exactement. Et Madame Sapène, femme du directeur du journal Le Matin, qui au cinéma s'appelait Claudia Victris, qui jouait la Madone des Sleeping et d'autres films de Maurice de Cobra, Madame Sapène avait donc invité certains hommes politiques, comme M. Édouard Herriot, Jean Cap, Louis Barthou et d'autres dont je ne me souviens plus les noms. Je crois André Maginot aussi devait être de la fête, c'était un grand gourmet. Et ils avaient un menu assez exceptionnel, puisque les 50 cuisiniers, pâtissiers et glaciers que nous étions au Clariche durent y travailler pendant 3 jours, pour ce repas de 11 personnes. Il était prévu 12, mais M. Sapène ne vint pas. Ils étaient donc 11 pour ces agapes, et ces 11 couverts coûtèrent, le repas servi à ces 11 personnes coûta 12 000 francs de l'époque. Quand vous pensez que des comiques comme nous gagnaient 500 francs par mois, vous voyez d'ici ce que ça représentait. Faites-nous la traduction toujours, 12 000 francs de l'époque. 12 000 francs de l'époque. Alors c'était 12 000 francs point carré, c'est-à-dire 4 000 francs germinal, c'est-à-dire 2 500 francs germinal, c'est-à-dire 7 500 francs d'aujourd'hui. 7 500 francs, c'est-à-dire 11 personnes, 750 000 anciens. C'est cela. Et qu'y avait-il quand même pour 750 000 rapidement, je me souviens, moi j'étais à la pâtisserie à ce moment-là. Alors je me souviens que nous avons travaillé pendant 3 jours pour les entremets. Nous avions fait une pièce en glace travaillée au fer et taillée et sculptée au fer rouge. Sur cette glace, sur ce socle en glace, qui représentait une villa romaine avec son portique et son péristyle et des colonnes ioniennes. Je ne sais pas pourquoi le chef pâtissier avait fait d'ailleurs cette élucubration. Enfin, tout ça a été travaillé au fer rouge, c'était fort beau, il était très bon, ce chef pâtissier. Et sur la terrasse, en somme, de cette villa en glace, était posé l'entremets. L'entremets, c'était des poires duchesses, qui avaient été pochées dans un sirop kirché et vidées, mises sur un fond de pain de gêne au beurre. La cavité qui avait été sortie de la poire était remplie de glace pistache. La poire, on y remettait le pédoncule dessus. La poire était nappée d'une sauce d'abricot frais réduite et un voile en sucre filé par-dessus. C'est l'entremets qui fut servi, avec une lampe électrique dans l'intérieur du socle de glace qui fait, lorsque la pièce arrivait sur la table, on éteignait les lumières et on voyait la lumière s'iriser à travers la glace pour éclairer l'entremets. L'autre plat principal dont je me souviens, c'était M. Soustel, aujourd'hui décédé, qui fut le grand chef de chez Lucas Carton, qui était chef poissonnier et qui avait participé à l'élaboration de ce plat. Pour une fois, il avait laissé la partie des poissons et il s'était occupé un peu de la rôtisserie. C'était un agneau de Pauillac entier qui avait été recousu avec l'intérieur rempli de truffes et qui avait été rôti comme cela. En entier. En entier. Les autres plats, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas du tout. J'ai eu la sottise de ne pas les noter. De toute façon, notre estomac est déjà très chargé entre cet agneau entre l'agneau et les truffes. et Il y avait cet sans doute entremets. 100 grammes de truffes par personne. Alors, voyez-vous, plus les garnitures de l'agneau, les différentes garnitures, plus l'entremet, je crois que ça suffirait pour contenter même de bons appétits d'aujourd'hui. Oui, alors c'est là justement qu'il y a un phénomène que nous expliquons point. Comment pouvait-on manger autant à cette époque, car même des personnes ayant bon appétit, je ne pense pas avoir un mauvais appétit, se mettant en face de pareils plats, auraient très très vite l'estomac rempli, ne pourrait plus rien ingurgiter. Comment était-ce possible? Pourquoi y a-t-il cette différence considérable? Eh bien, la différence, il y avait d'abord l'habitude, d'une part. D'autre part, on ne circulait pas autant en voiture. Il y avait donc un peu plus d'exercice. D'autre part encore, il faut bien le dire, que les services, on appelle un service, c'est-à-dire un plat
qui est pour un nombre déterminé de personnes pouvant aller jusqu'à 10 ou 12, n'est-ce pas? Mais en principe, pour dire pas comme ceux dont je viens de vous parler, les services sont de 6 ou 7 personnes. Les services étaient beaucoup moins importants en quantité, en poids, si vous voulez, de matières premières. Par exemple, un homard d'1,2 kg faisait un service pour 6 personnes. Maintenant, moi ici, je sers un homard d'1,2 kg pour 2 à 3 personnes. Vous comprenez? Voilà la différence. On mange davantage d'un plat. C'est cela. Et on mange moins de plat. C'est cela. Vous, les noisettes d'agneau, par exemple, nous faisions à l'époque des noisettes d'agneau de 80 grammes. Maintenant, donner une noisette de 80 grammes, c'est impensable. Moi, lorsque je sers l'hiver mes noisettes de chevreuil au raisin à l'Armagnac, je donne par personne 4 noisettes de 100 grammes. Et si j'en donnais moins, les gens auraient l'impression d'être frustrés. Alors qu'à l'époque, il était courant de donner une noisette de 80 grammes. Si on donnait des noisettes de chevreuil, on donnait une noisette de chevreuil, une noisette d'agneau. On donnait un tourne d'eau de 90 à 100 grammes. Il y a peut-être également une autre raison pour laquelle la cuisine a autant changé, c'est que pour faire donc justement toutes ces préparations fort variées, il fallait un personnel considérable, coûtant donc très cher. Aujourd'hui, on n'a plus ce personnel, on fait donc beaucoup moins de préparations, mais plus copieuses. C'est exact, vous avez parfaitement raison. Il n'y a plus ce qu'on appelle en termes vulgaires à l'heure actuelle les grouillots, qu'on appelait avant les marmitons. Les marmitons, ces gaillards qui, comme moi je l'ai été pendant plusieurs années, apprenaient leur métier pour la gloire, parce que nous n'étions pas payés. Nous étions payés au bout de 6 mois, 10 francs par mois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et lorsque nous commencions à gagner gentiment notre vie, et là je me rapporte à l'ambassade d'Italie, quand vous aviez déjà presque 2 ans d'apprentissage, vous gagnez 150 ou 160 francs par mois. Maintenant, le moindre des commis... Alors, 160 francs de 1923-24, ça fait 160 francs d'aujourd'hui. Bon, le moindre des commis, aujourd'hui, vous lui donnez 1000 francs par mois d'aujourd'hui. C'est-à-dire, vous lui donneriez, si c'était en 1923, vous lui donneriez 1000 francs. Donc, voyez-vous, il y a une impossibilité majeure. D'autre part encore, il n'y avait pas de sécurité sociale. En plus de ça, il n'y avait pas de limitation d'heures. Nous commencions si bien à 2 heures du matin pour finir à 10 ou 11 heures du soir ou à minuit. Vous travaillez toute la nuit. Maintenant, c'est impossible de penser cela. Les parents même, si ce n'est pas les employés eux-mêmes, demandent des limitations d'heures. Et c'est chaque fois un drame quand nous avons des clients qui traînent un petit peu parce qu'ils ont à discuter. Ça m'est arrivé encore récemment ici d'avoir un jeune commis qui travaillait pas mal du tout et qui est parti parce qu'au moment des élections, des gens ont discuté jusqu'à 4h30 ou 5h de l'après-midi et donc lui a eu très peu de repos l'après-midi. À ce moment-là, il n'y avait pas de repos, il n'y avait pas de repos. On travaillait. Il faut dire aussi que les gens avaient un autre mode de vie. Il n'était pas de bon ton de venir manger trop tard. Celui qui venait dans un restaurant après 13 heures, il commençait par s'excuser et demander s'il y avait encore la moindre des choses au chaud. Il ne demandait pas une carte, que ce soit chez voisins ou ailleurs. Après 20 heures le soir, les gens venaient et disaient « Auriez-vous un peu de potage chaud et une assiette anglaise ?» À 9h, 9h30 au plus tard, 21h, 21h30, tout était terminé. Nous partions, je vois quand je travaillais au Claridge, généralement, avant 22h, nous étions partis. Alors il y a aussi manque de discipline de la part de la clientèle maintenant, manque de bonne volonté de la part du personnel, et aussi manque absolu de personnel, parce que les gens n'ont plus le goût, n'ont plus l'envie de faire nos professions, qui sont cependant singulièrement intéressantes, parce qu'il y a un contact humain qui est merveilleux, et puis il y a aussi quand même quelque chose qui touche au plus profond de l'individu, qui touche à son cœur, qui touche à ses fibres les plus intimes, d'essayer de faire plaisir à des gens, de faire un travail qui plaît. Mais à l'époque actuelle, je ne vois pas beaucoup de jeunes qui veulent faire ce sacrifice, car évidemment, il y a un sacrifice à faire, le sacrifice de plusieurs années de sa jeunesse. Mais à la décharge des jeunes de notre époque, il n'y a plus les produits. Il n'y a plus ces produits d'extrême grande qualité qu'il y avait auparavant. Vous ne pouvez plus dire je vais acheter une poularde de telle ou telle origine, qu'elle soit de Houdan ou de Bresse. Vous avez un nom dessus. Un nom et une apparence, mais la texture même du volatile, c'est nul, c'est zéro. À l'époque,
on avait des blés hongrois, donc des gros hongrois. Il y avait aussi certaines régions de France qui produisaient des blés à barbe, où on ne mettait pas beaucoup d'engrais pour les faire pousser. Les rendements étaient faibles, bien sûr, mais le blé était de bonne qualité et la farine était merveilleuse, avait une saveur que l'on ne connaît plus maintenant. Les fromages avaient une saveur que l'on ne connaît plus maintenant. Le fromage, c'est une pâle imitation du fromage. Les petits pois, ils sont extra fins, mais ils sont extra durs. Parce qu'avant, les petits pois extra fins, c'était des petits pois qui étaient cueillis des petites cosses, qui n'étaient pas tout à fait poussés, tout à fait mûrs. Maintenant, on a sélectionné des espèces qui restent extra fins, mais en fournissant beaucoup, c'est-à-dire en vieillissant. Je me souviens, on avait besoin de faire un vol au vent. Mais un vol au vent, c'est tout bête, bien sûr, mais la pâte feuilletée ne la fait pas bien qui veut. À l'époque, c'était simple. On allait chercher chez Cagnard du gruau hongrois. Avec du gruau hongrois et du beurre des Charentes, vous faisiez un feuilleté merveilleux. Il n'y avait pas de sorcellerie, il n'y avait pas de difficulté. Un praticien, disons, moyen, connaissant à peu près son affaire, vous sortait de bonnes choses, avait un bon rendement parce que les produits étaient bons. Vous alliez chez le boucher, vous lui disiez, je veux du bœuf qui est 15 jours de racine, un contrefilet de 15 jours. Et il vous disait, voilà monsieur, j'ai ça. Et de telle origine, j'ai du Limousin, j'ai du Charolais, j'ai du Normand, lequel voulez-vous? À l'heure actuelle, vous ne pouvez plus demander cela. Ça n'existe plus. Et voilà la grande difficulté de la cuisine. C'est cela, les produits ne sont plus les mêmes. C'est une anecdote qui m'a été contée par un de mes maîtres, aussi M. Mascret, qui était aussi un très grand monsieur, qui avait été sous-chef aux métropoles à Moscou, et qui avait été chef d'une comtesse polonaise, qui était une favorite et bonne amie du tsar. Et un jour, la comtesse avait invité le tsar, Sa Majesté le tsar, dans son château en Pologne. Et M. Masclet avait fait ce qu'il fallait, il avait autant de cuisiniers d'aide qu'il fallait, pour que ce festin soit digne du tsar Nicolas II. Et ma foi, comme toujours en Russie, il y a un buffet où on mange des zakouskis, en buvant de la vodka. Et on danse. Force vodka, force zakouski, force danse, le repas avait été remis de demi-heure en demi-heure. Quand à un moment, on fit annoncer aux cuisines qui se trouvaient, pour mieux situer la question, le repas devait être servi dans l'orangerie et les cuisines se trouvaient au moins à 100 ou 150 mètres de là, dans le château, dans les sous-sols du château. On fit annoncer qu'il fallait préparer le repas. Et sur 2 rangs, les soldats de la garde impériale, étaient là pour passer les plats de l'un à l'autre. On envoie les plats, que les soldats se passent, les plats arrivent à l'orangerie, et le tsar s'était remis à danser. 1 fois, 2 fois, 3 fois, on passe les plats. Mais à chaque fois, chaque soldat plantait un doigt dans la préparation. Tant et si bien que lorsque le tsar se mit à table, heureusement qu'il n'était pas dans un état qui lui permettait d'apprécier l'avenue ou la joliesse des plats, parce qu'il ne restait plus grand-chose du dressage qu'avait exécuté M. Masclet. Les soldats de la garde s'étaient chargés de goûter avant Sa Majesté. Le plus extravagant, le plus extraordinaire, c'est l'écrivain et metteur en scène de cinéma Raymond-Henri Roussel, qui habitait boulevard Maillot à Neuilly, à un petit hôtel particulier, séparé par un petit jardinet du boulevard Maillot. Au bord du boulevard, pour délimiter la propriété, il y avait une grille en fer forgé, derrière un parc assez important. Sur la droite, lorsque l'on rentrait, il y avait les communs. Car ce monsieur qui vivait seul, n'ayant jamais d'invité, ne recevant personne, avait à son service 3 cuisiniers, 3 jardiniers, 3 chauffeurs, 1 maître d'hôtel, 2 valets de pied, 1 valet de chambre, 1 lingère et 1 gouvernante. Et il mangeait un seul repas tous les jours. Un seul repas? Un unique repas. Il se mettait à table à 12h30, à l'époque on disait midi et demi, jusqu'à 17h30, à l'époque nous disions 5h30. Il mangeait de 12h30 à 17h30. C'est cela. Il mangeait pendant 5 heures. Il faisait donc, dans son seul et unique repas, les 4 repas convenus
dans une journée normale, c'est-à-dire le déjeuner, ce que nous appelons le petit déjeuner maintenant, qui s'appelait le déjeuner, le dîner, ce que nous appelons le déjeuner, la collation, ce que nous appelons le goûter, et le souper. M. Roussel mangeait tout cela d'une seule traite pendant ces 5 heures. Il commençait, par exemple, il commençait toujours par des fruits de sa propriété des Alpes-Maritimes. C'est pourquoi il avait 3 chauffeurs. Parce qu'il avait 3 Rolls, il y en avait toujours 2 sur la route, une qui montait, une qui descendait. Parce que tous les jours, il mangeait des fruits qui venaient d'arriver dans la matinée de sa propriété des Alpes-Maritimes. Les Rolls servaient donc à faire la circulation des fruits. C'est ça, des fruits. Et quelquefois, c'était une demi-livre de framboise qu'elle ramenait. Alors, c'est vous dire. Au prix de l'essence, ça revient cher. Et quelques citrons. L'essence n'était pas cher à l'époque, mais la rose coûtait cher. Puis après ça, il mangeait une soupe. Mais quelle soupe? C'était la soupe au thé, la soupe au café au lait, ou la soupe au chocolat. Alors, par exemple, pour la soupe au chocolat, nous étions les 3 cuisiniers. Le chef, moi qui étais comme premier aide, et un commis, nous étions mobilisés pour faire sa soupe au chocolat. Car le chocolat de la meilleure qualité possible qui venait directement de Suisse, avait été ramolli au bain-marie. Le lait qui provenait d'une ferme de Neuilly, il y avait encore des fermes Neuilly qui étaient arrivées la veille au soir et dont on avait enlevé un petit peu l'excédent de crème pour qu'il puisse bien mousser et qu'il ne soit pas trop lourd. Ce lait était prêt à être ébullitionné. Et le 3e d'entre nous cuisait les petites brioches. Alors, au coup de sonnette du maître d'hôtel, les petites brioches étaient mises au four, l'un de nous fouettait le lait, le 3e commençait à remuer le chocolat. Les brioches cuisaient très rapidement, c'était de toutes petites brioches. Celui qui les cuisait, dès qu'il les sortait, les coupait en 2 ou en 3 selon ce qu'elles avaient gonflé, et les grillait, les toastait. Et il y avait une grande vasque en argent. Au fur et à mesure que ces brioches étaient toastées, il jetait ces brioches dedans. Second coup de sonnette du maître d'hôtel, alors, c'était le chef qui faisait mousser le lait, il l'avait fouetté. Très délicatement, le chef versait le lait de haut, et c'était ma tâche à moi, je fouettais le chocolat qui tombait sur le lait. C'était un chocolat mousseux, onctueux, qui sentait bon, qui exhalait toutes les odeurs de la fève de cacao comme si elle venait d'être torréfiée. Et cette préparation, on la versait aussi délicatement sur les brioches. 3e coup de sonnette, le monte-charge montait. Et M. Roussel absorbait sa vasque de soupe au chocolat. Bon, c'était un bon départ déjà. Un bon départ. Après ça, il mangeait un fromage de Neuchâtel. Ça, c'était rituel. Un fromage Bondon. Oui, oui, un fromage. Vous savez, tous les écrivains aiment bien le fromage. M. Jouandeau me dit toujours que le matin, il est très bonne heure le matin, et il fait un petit casse-croûte de Roquefort avec du pain et un peu de vin. Monsieur Maurice Druon mange de l'emmental, lui, le matin. Et Vous pensez que c'est particulier aux écrivains? Ben, je pense, parce que j'en ai connu plusieurs qui aiment le fromage, de bon matin. Et puis il continuait. Des huîtres, comme c'était à l'époque où j'y étais, où j'ai commencé, c'était l'époque des huîtres. Il mangeait souvent des huîtres. Il mangeait des huîtres, il mangeait une entrée de poisson ou un farinage. Il mangeait un relevé de viande blanche de boucherie. Une petite entrée des fois du gibier, des fois de volaille, enfin une petite entrée, avec ses garnitures. Puis après, il mangeait leur relevé de viande noire de boucherie, c'est-à-dire un plat truculent, ou du gibier. Il mangeait un râpe de lièvre, par exemple. Puis après ça, il y avait le rôti. Avec le relevé de viande noire de boucherie ou de gibier, il y avait eu la garniture, naturellement, si c'était du gibier puré de marron ou marron braisé. Si c'était autre chose, la garniture adéquate. Puis le rôti qui était toujours accompagné d'une ou 2 garnitures, et puis de la salade. Mais la salade était servie à la suite parce que c'était toujours une salade composée. Salade Francillon, la fameuse salade d'Alexandre Dumas, salade orientale, salade Rachel, salade Caprice de Rennes, toujours une salade composée dans lesquelles, dans les dites salades, il rentrait dans les unes des fonds d'artichaut, des truffes, des pommes fruits, des bananes, de la laitue, etc. Toujours assaisonné d'excellente huile d'olive ou d'excellente huile de noix, d'un peu de vinaigre de vin, etc., comme ça devait être. Et puis, les entremets.
les entremets, je dis les entremets parce qu'il y en avait toujours plusieurs. Il y avait des entremets de douceur et des entremets de fruits. Puis après ça, il continuait, après ces entremets de douceur et de fruits, généralement, il y avait à la partie qui représentait notre déjeuner actuel, c'est-à-dire le dîner, il y avait un entremets glacé, un sorbet ou un spoum, ce qui lui permettait sans doute de faire couler ce qu'il avait déjà absorbé. Puis c'était ce qu'on peut appeler la collation, c'est-à-dire une pâtisserie, un gâteau quelconque, gâteau monté. Et tous les entremets étaient servis, nappés d'un voile en sucre filé. Il fallait que le voile en sucre soit tiède en arrivant à la salle à manger. Monsieur Roussel touchait des doigts le voile en sucre. S'il était froid, il faisait renvoyer le plat à la cuisine, il fallait recommencer. Il fallait donc, pour faire le voile en sucre filé, l'expédier et que ça arrive à table, il fallait que ça ne dure pas plus d'une minute. Il fallait une extrême prestesse et une grande dextérité, et nous nous brûlions, j'en ai encore les marques sur les mains d'ailleurs, de cela, vous savez. Puis donc, après avoir pris ces pâtisseries qui constituaient en somme sa collation, qui était arrosée de spoum, généralement, spoum, vous savez, c'est une sorte de boisson, mi-entremets, qui est faite à base de vin mousseux ou de champagne, avec, c'est assez anglo-saxon, ce spoum, avec de la glace dedans, mélangée éventuellement du jus de citron ou du jus d'ananas. Et puis après ça, c'était le souper. Alors, les potages, car il était de règle, dans les grandes maisons bourgeoises, on ne servait pas un potage, c'était toujours deux potages, un clair et un lié. Un potage, ça n'existait pas. Alors le potage clair, c'est-à-dire à base de consommé, toujours avec une garniture de légumes, toute la gamme des potages à garniture de légumes. Et sur ces légumes, M. Roussel ne voulait pas voir trace d'un coup de couteau. Il ne voulait pas voir trace du couteau. Il fallait que ça soit poli, comme si ça avait été passé au papier de verre. Donc, pour avoir 2 cuillerées de garniture de légumes pour un potage cultivateur, c'était aussi mon rôle, les gens devenaient complètement excités de cela. Il me fallait des fois passer 1 heure ou 1 heure et quart pour tourner ces légumes et les tailler, pour pas qu'ils voient trace d'un coup de couteau. Parce que s'ils voyaient trace du couteau, ils renvoyaient le potage. Et comme le chef tenait à sa place, il y était depuis fort longtemps, puisqu'il avait été déjà chez la mère de M. Roussel, il l'avait connu lui assez jeune, eh bien, moi aussi, je tenais à ne pas me faire mettre dehors, et je faisais très attention. Nous faisions tous très attention. Et puis après les potages, eh bien, ça recommençait. Il prenait une entrée de poisson, une croustade d'huîtres, des huîtres à la Ville-le-Roi. C'était jour, parle beaucoup d'huîtres parce que c'était l'automne, c'était l'époque des huîtres, il en mangeait beaucoup. Des filets de merlan à l'anglaise, un turban de filet de solvalesca, un homard à la nage. Enfin, une préparation de poisson. Et puis encore un farinage, gnocchi à la romaine ou quelque chose de semblable. Toutes ces préparations dont il y en a tant dans la cuisine bourgeoise, la grande cuisine bourgeoise, ces préparations qu'on appelle farinage et qui sont à base de farine, d'œufs, de crème, de lait et certaines de fromage de tous ordres. Puis après ça, il prenait son entrée de viande blanche de boucherie, puis son relevé, puis son rôti. Généralement, il prenait un sorbet aussi avant le rôti, parce qu'il devait commencer à avoir l'estomac qui demandait grâce, je présume. Ses légumes, sa salade composée, et de nouveau ses entremets. Enfin, l'ensemble des préparations qui lui étaient servies faisait de 16 à 22 préparations. Pour un seul homme, dans un seul repas, servi par 3 cuisiniers. On dit qu'on creuse sa tombe avec ses dents, on lui a pas creusé si rapidement, parce que je vous parle de 1926, c'est-à-dire il y a bientôt un demi-siècle, et s'il est mort vers les années 50, entre 45 et 50, voyez-vous, donc je présume, car moi je ne l'ai jamais vu, ni de près ni de loin, je présume qu'il n'était pas tout jeune déjà en 1926. Attendez, je vous arrête. Vous avez travaillé combien de mois chez cet homme? Environ 6 mois. Pendant 6 mois, vous ne l'avez jamais rencontré? Jamais. Et le personnel, personne ne le rencontrait? Ah, le chef, quelquefois. Mais l'autre commis qui était avec moi à la cuisine, ne l'a jamais vu non plus. Vous seriez incapable de me dire comment était cet homme? Incapable. Moi, je ne l'ai jamais vu, ni de près ni de loin. Un jour, je vais demander, au début que j'y étais, je demande au chef, je dis, mais monsieur, parce que les grands chefs, nous ne les appelions pas chefs, nous les appelions monsieur. Mais monsieur n'a jamais d'invité. Le chef m'a répondu,
Monsieur ne juge personne digne de partager la cuisine que nous préparons pour lui.